Bonjour Didier, bonjour Benoît. Je suis très heureux de vous accueillir ici au cabinet. Bon, Didier Haas, tu es peut-être l'un des observateurs les plus fins du domaine de la santé. Peut-être est-ce cela qui a contribué à ce que tu crées il y a quelques années, les rencontres santé de Nice. Alors, si je te donnais la définition suivante, est-ce que tu y adhères? C'est une bulle tout à fait à part qui permet aux décideurs de la santé de se rencontrer pendant 2 jours, de pouvoir échanger, réfléchir, s'engager dans de nouvelles perspectives, bref, lever la tête du guidon. Tu adhères à ça ? Complètement, et merci de nous recevoir aujourd'hui Laurent. Et les rencontres santé de Nice sont parties effectivement de cette idée que je porte aussi depuis de longues années, qu'on a besoin d'avoir des moments privilégiés, et notamment au niveau des décideurs de la santé, français, mais également d'autres pays. Tu sais qu'on travaille beaucoup avec le Québec, avec nos amis du Québec, mais également avec d'autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord, pour effectivement échanger sur nos pratiques, pour comparer ce que font les uns et les autres, et puis aussi pour construire une sorte de pensée nouvelle. On s'aperçoit aujourd'hui, notamment, on y reviendra certainement sur la pandémie, qu'il y a des choses qui évoluent. Il faudrait effectivement que les progrès qu'on a réalisé ou qu'on est en train de réaliser perdure. Et donc là, il faut que les grands décideurs se mobilisent à tout point de vue, que ce soit les grands décideurs, les politiques, les promoteurs, tous ceux qui aujourd'hui s'occupent également de la gestion du système de santé. Mais Didier, les rencontres santé, c'est en mars. Mars, eh bien c'est mars 2020, c'est mars 2021. Si je comprends bien, les rencontres plient mais ne rompent pas. Alors, on se retrouve quand ? Alors, on a été obligé de repousser, du fait de la pandémie, les rencontres santé de Nice depuis mars 2020. Les prochaines auront lieu, je croise les doigts, les 14 et 15 octobre 2021 à l'Hôtel Méridien, qui est le lieu historique, enfin historique puisque avant on les a faites au Québec quand même sur la première édition. Et donc, effectivement, ça aura lieu à ce moment-là. Et on a gardé ces dates pour faire en sorte que les 200 personnes, les 200 décideurs internationaux qui y participent puissent venir. Mais alors, j'ai entre les mains une vraie mise en bouche, un ouvrage que vous avez eu l'idée de construire, de rédiger, coopérer pour mieux soigner et qui est publié dès maintenant. Alors, je vais me tourner devant le co-organisateur, n'est-ce pas, Benoît Péricard. C'est difficile de te présenter ou alors je mets une demi-heure entre ancien DG de CHU, ancien DG d'ARH, ancien responsable KPMG Santé. Je pense que ancien patient, c'est vrai, et d'ailleurs je recommande ton ouvrage. Mais également tu es président d'associations, de fondations, tous dans le domaine de la santé. Mais Benoît, aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu es co-rédacteur, co-organisateur de cet ouvrage. Alors, coopérer pour mieux soigner, pourquoi coopérer? Et je vous pose la question d'ailleurs à tous les deux, pourquoi la coopération et pourquoi cet ouvrage? Alors le thème de la coopération a été choisi, je le dis très clairement, avant que la pandémie nous frappe. Donc c'est un thème essentiel. On a toujours prôné, moi-même qui ai travaillé également auprès de Benoît à la RH des Pays de la Loire, donc en 97, on a toujours prôné pour le décloisonnement. On a toujours prôner la coopération entre le secteur public et privé, entre le secteur sanitaire, le médico-social, entre la ville et le secteur hospitalier. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a fait des progrès, certes, depuis 25 ans, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et que ce sont aussi bien des problématiques politiques que des problèmes d'organisation, que des problèmes de financement et que des problèmes culturels. Et des problèmes d'hommes et de femmes, parce qu'aucune coopération ne peut se faire s'il n'y a pas un moment des hommes et des femmes qui se rejoignent sur la réponse à des besoins, sur des projets en commun. Oui, mais enfin, Benoît, coopérer, c'est quand même une vieille idée, non ? Eh bien, justement, c'est à la fois une vieille idée, en même temps, elle paraît évidente, on voit la difficulté qu'elle a à se mettre en œuvre, mais il faut revenir, et c'est ce que j'ai fait dans un chapitre de ce livre, et que tu as complété toi sur le plan juridique, c'est pas si évident que ça, comme diraient les jeunes. Est-ce que un système qui serait très concurrentiel, est-ce qu'il n'est pas finalement plus efficace, Eh bien non. Et il y a 2 raisons essentielles, entre autres. C'est d'abord une raison organique, une raison.
le système de santé, il est un peu à l'image du corps. Si les organes coopèrent entre eux, eh bien, ça marche mieux. Bon, s'il y en a un qui est défaillant, ça marche, et s'il y en a un qui se met contre l'autre, ça marche pas non plus. Donc, sur ce qui est bon pour le patient est bon pour le système et inversement. Voilà. La deuxième raison, c'est quand même l'efficience. C'est-à-dire que, certes, l'émulation, une part de concurrence a sa place dans le système de santé et on n'est pas du tout là à dire il faut que tout le monde s'aligne sur le même statut et tout ça, mais il faut qu'il y ait des coopérations, c'est-à-dire des règles du jeu et aussi des incitations, c'est ça qui est très important. Alors, cet ouvrage, c'est 28 experts qui y participent. Qu'est-ce que tu en tires? Quelle est ta synthèse, ta conclusion la plus forte peut-être? Dès qu'on est responsable, dès qu'on s'inscrit dans le système, on est convaincu de la nécessité de la coopération. Seulement, dès qu'on gratte un peu, on en voit toute la difficulté et aussi toutes les réticences qu'il peut y avoir et que chacun porte plus ou moins. C'est pour ça qu'il faut trouver les clés, et les clés, elles se trouvent à la fois dans les rencontres de Nice, c'est-à-dire dans le fait que les gens se rencontrent physiquement, échangent, que les gens échangent vraiment pour se comprendre mieux, mais aussi pour trouver des solutions. Et les solutions, plus ça va dans ma carrière qui est déjà très largement derrière moi, mais plus et tu l'as dit aussi très bien dans ton chapitre, plus ce sont les acteurs qui ont les solutions et non pas finalement les régulateurs, le ministère, où souvent les solutions sont soit inappropriées, soit absconses. Je suis complètement d'accord. Et moi, toi, j'ai retenu 4 choses qui étaient importantes. La première, c'est que depuis 96, parce que c'est vraiment l'ordonnance de 96 qui va lancer, qui va être le start de la coopération, depuis 1996, eh bien, c'est irrésistible. La coopération est un phénomène irrésistible. Quelle que soit la couleur du gouvernement, il y a toujours eu dans les textes la coopération qui était incitée, favorisée. Ça, c'est la première chose. Moi, la deuxième chose qui m'est apparue, c'est que c'est le revers de la médaille. C'est oui, on favorise, mais en même temps, on complexifie. On complexifie, j'ai fait le calcul. Depuis 1996, vous savez combien il y a eu de textes et d'ordonnances sur la coopération ? 15. C'est énorme, 15. Ça veut dire que sans arrêt, on remet l'ouvrage sur le métier, sans arrêt, et ça veut dire que pour les acteurs, c'est un manque de visibilité, il y a trop de réglementation. Et d'ailleurs, ça rejoint un troisième axe, mais peut-être que tu voulais rajouter dessus. Notre excellent ami et dessinateur qui illustre ce Clé de 12 a fait un des dessins que je trouve le meilleur. Il y a des chirurgiens qui sont là et qui dépiotent un livre et qui dit « on procède à l'ablation du code de la santé ». C'est cette hypertrophie du texte au détriment peut-être du contrat, de l'accord, et c'est là où une des questions majeures qu'on posait et auxquelles tu as très largement répondu, pas complètement mais très largement, est-ce que le droit est au service des coopérations ou est-ce qu'au contraire il est en quelque sorte l'obstacle des coopérations? J'y ai répondu parce qu'il y a ces deux facettes. Il y a ces deux facettes et cette facette que tu évoques, à savoir que parfois le droit peut être un obstacle, je crois que c'est une des leçons de la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, il y a eu un développement de ce qu'on appelle des coopérations agiles, c'est-à-dire des coopérations qui ne se sont pas assises sur la réglementation, approbation préalable par l'agence, et puis après on doit voir l'arrêté, et puis ensuite, non. On a coopéré, mais on a coopéré sur le contrat. Il y a toujours eu un contrat qui permettait d'être la loi des parties. On revient finalement au droit romain, Benoît, tu vois, on revient à notre socle et à nos fondations. Et ça a parfaitement bien marché. Voilà. Mais c'est ce qu'on disait, c'est parce que ce sont les acteurs qui sont à l'avant-garde de la coopération et que là, le droit devrait être à leur service. Et malheureusement, c'est l'un des problèmes de cette complexification auquel nous assistons. On manque de Maquignon. Au sens où il faudrait que les ARS, qu'elles ont complètement perdu par rapport à l'initiative ou à l'intuition du départ, cette capacité de négocier en amont, c'est-à-dire de poser les termes du contrat que tu... Voilà. Et tout le monde attend que ce soit l'État qui le fasse. Ouais. Tout le monde. Oui. Mais par contre, tout le monde attend que l'État soit à l'origine et à la fin, mais pas au milieu. C'est-à-dire qu'il ne doit pas trop se mêler
de la négociation entre les acteurs. Mais c'était pas le rôle des ARH, ça. Mais bien sûr, alors je veux pas jouer ni les vieux ni les nostalgiques parce qu'il n'est pas question de ça, mais il faudra, et nous on sait très bien pourquoi le tournant a pas été pris de cette façon-là. Il faut dégraisser, il n'y a pas de doute, il faut que ce soit de plus petites structures, il faut que ce soit des structures qui soient capables d'être plus agiles auprès du terrain. Et là, tu as dit très clairement que ce sont les acteurs qui ont les idées, il faut aller chercher les idées chez les acteurs et les transposer et non pas leur imposer a priori des cadres qui sont inadaptés. Incitateurs étaient les agences, les ARH, et contrôleurs sont les ARS. Moi, c'est ce que je vois, et ça devient de plus en plus compliqué. C'est vrai, je dis comme ça d'ailleurs très, très directement, mais c'est vrai qu'on a besoin de cet assouplissement. Mais cet assouplissement, il devrait nous diriger vers ce quatrième point qui me semble essentiel, c'est le décloisonnement. Mais ce décloisonnement, je crois que tous les deux, nous en sommes alors des farouches partisans, mais ce décloisonnement, tu vois, moi en plus de 20 ans, je trouve qu'il est très, très, très lent. Alors, je forme le vœu qu'avec les nouveaux moyens dont on dispose, on va enfin y arriver et on va arriver vers ce statut unique auquel je crois et que je vois, moi, un statut unique territorial qui permettra à un médecin, qui permettra à un infirmier, qui permettra à un kiné de travailler dans un hôpital public, dans son cabinet libéral, dans un EHPAD, faire de l'éducation thérapeutique. Bref, c'est exercer dans un territoire. Et moi, je vois plusieurs axes qui pourraient y aider. D'abord, il y a le numérique qui est en train de tout bouleverser. Nous, on le voit quotidiennement. Mais c'est aussi avec d'autres et nouvelles organisations territoriales. Je forme le vœu que les CPTS, les fameuses communautés professionnelles, le territoire de santé, vont aider, les hôpitaux de proximité pour ce lien avec le terrain. Et puis, je dirais, enfin, on a aujourd'hui des moyens comme avec les fameuses CISA, tu sais, qui peuvent depuis très peu de temps embaucher, recruter du personnel. Voilà. Donc moi je reste quand même, je dirais, avec l'espoir et positif sur cela. Mais je pense que ce que tu dis est tout à fait juste, Laurent. Et je pense que en matière de coopération, la question première, c'est on coopère pourquoi? La question c'est quel est l'objet, quel est le projet? Si on a un bon projet, on trouvera toujours, il y a quelqu'un qui m'a appris ça, on trouvera toujours des solutions pour le réaliser. Et c'est pas les problématiques juridiques, c'est pas les problématiques financières, etc. qui bloqueront le projet. La deuxième question, effectivement, qui permettra aussi sur les territoires de travailler de façon plus efficiente, c'est de repartir des besoins du patient. On dit beaucoup, et ça devient la tarte à la crème, le patient doit être au cœur du dispositif. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais la réalité aujourd'hui fait qu'on va peut-être partir sur d'autres approches. Nous, on a beaucoup appris du Québec avec la notion de patient partenaire. Et effectivement, si on repartait de ça, on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé notamment dans les EHPAD. C'était dramatique là, par rapport à la pandémie. La parole des résidents, des familles des résidents, etc. était complètement flouée et on doit retravailler à partir de là. Après, on trouvera le système, bien évidemment. Et je pense qu'on a encore beaucoup de progrès. On a fait déjà des progrès. Je crois qu'il faut pas jeter la pierre à tout ça. Il y a des gens de bonne volonté sur le terrain. Il y a aussi des maquignons. Il en manque peut-être, mais on a aussi un certain nombre de gens qui ont vraiment des idées et qui sont capables de porter et de se mettre ensemble. On a vu la coopération entre le public et le privé là par rapport au Covid-19. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné dans certains territoires, mais aussi parce que les gens se font confiance, parce qu'ils ont envie de travailler ensemble et parce qu'ils voient qu'ils peuvent le faire. Bon, dis-moi, cet ouvrage, ce super ouvrage, parce que là on s'est mis en appétit, hein. Où est-ce que je vais pouvoir le trouver, cet ouvrage? On va le mettre sur le site internet des Rencontres Santé de Nice. Donc il y aura deux possibilités. Donc il sera téléchargeable gratuitement en ligne, donc dès la semaine prochaine. Et il pourrait être acheté également, je dirais, sur le plan papier. Donc on mettra effectivement les coordonnées pour le commander pour la somme de 25 €, frais de port inclus. Bah écoute, on peut le recommander parce que c'est vraiment très agréable. D'abord, comme le disait Benoît, c'est agrémenté de formidables dessins et il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses dedans. En tout cas, merci d'avoir fait ça parce que je pense que c'est une formidable contribution et ça va aider tous les acteurs de santé, quels qu'ils soient, publics, privés, dans le médico-social comme dans le sanitaire. Donc bravo. Alors, il nous reste une chose, c'est de se retrouver très vite, 14 et 15 octobre, à Nice pour de nouvelles rencontres. On va attendre ça avec impatience.
On croise les doigts et en tout cas on sera ravis. Et encore merci Laurent et au cabinet Oudard de nous avoir fait tout un chapitre sur tous les dispositifs juridiques en matière de coopération qui, à mon avis, n'a pas l'équivalent aujourd'hui dans des publications qui ont été faites en la matière. Mais merci à vous de nous avoir donné la possibilité d'y participer. À bientôt les amis. Merci.